Salut, salut. Comment ça sort, c'est comme ça sort. Et voilà, ça fait un bail, oui. Vous savez, quand l'actualité brûle, on est obligé de sortir. Voilà. Le discours en ce qui concerne, comment on appelle ça, Adama Bitogo, vraiment, c'est, c'est vraiment, je veux dire, c'est, c'est quand même un discours, je peux dire, vraiment balèze, comme on dit chez nous dans nos journaux. Ouais. Mais je vous laisse sur cette vidéo, je vais vous mettre là et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Okay. Regardons tous ensemble. Élection d'Alassane Ouattara pour un 4e mandat à la tête de l'État ivoirien, une sorte d'architecture de transition se met en place à la tête de l'État ivoirien. Le pouvoir semble se réorganiser autour d'Alassane Ouattara, certes, mais aussi de son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, dit TBO, vice-premier ministre, avec chaque jour des pouvoirs un peu plus élargis. Et cette réorganisation ne va pas sans victimes collatérales dont l'influence recule inexorablement. Parmi ces victimes collatérales, un homme, Adama Bictogo, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, évincé du perchoir et qui a peut-être entamé une traversée du désert qui ne dit pas son nom. Homme d'affaires multicasquette, Bictogo fait désormais l'objet de toutes les rumeurs et conjectures. En février dernier, par exemple, des fake news sur les réseaux sociaux affirmaient qu'il avait été enlevé à Abidjan par des hommes encagoulés. Et une de ces entreprises fait l'objet de la chronique judiciaire, SEDAI, entreprise partenaire de l'État ivoirien, spécialisée notamment dans l'octroi des passeports et des visas biométriques. SEDAI, qui a porté plainte contre d'anciens collaborateurs pour détournement de fonds, lesquels collaborateurs ont été condamnés à de lourdes peines en février dernier. SNEDAI avait porté plainte en 2023 pour détournement. Au total, plus de 1,6 milliard de francs CFA avaient été dérobés de la trésorerie de la société via des chèques vers des prestataires fictifs. L'ancien directeur administratif et financier, en fuite, ainsi que son complice, ont tous deux été condamnés par le pôle pénal économique et financier à 7 ans de prison ferme et 5 milliards de francs CFA d'amende pour association de malfaiteurs, faux usage de faux et blanchiment de capitaux. 3 autres personnes ont été reconnues non coupables et relaxées. Mais ce verdict n'est-il qu'un écran de fumée destiné à faire tout endosser par des seconds couteaux et à éviter de parler d'un scandale d'État? C'est en tout cas ce qu'affirme l'ancien directeur administratif et financier, Nda-Yves Kwame, en fuite, qui a écopé de 7 ans de prison ferme et de plus de 5,5 milliards de francs CFA d'amende. Il dénonce pour sa part un complot visant à l'isoler comme unique responsable de ce qu'il présente comme un scandale d'État. Le média indépendant en ligne ivoirien, Enquête Média, a justement enquêté à ce sujet. Et son fondateur, Taki Bouanzi, est avec moi sur le plateau de Décrypter l'Afrique pour aller en profondeur sur la question. Nous évoquerons également quelques sujets d'actualité, notamment la montée en puissance de Téné Birahima Ouattara, dit Photocopie. Mais avant de commencer cette conversation, on va répéter une fois de plus que Décrypter l'Afrique ne saurait survivre sans les souscriptions de soutien de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment. Pour soutenir de préférence sur une base mensuelle, allez sur les plateformes Donorbox ou Tikirama. La dernière option permet d'apporter son soutien depuis l'Afrique via Wave, Orange Money ou Mobile Money. Les liens pour passer à l'action sont en description de la vidéo YouTube, ainsi que les infos nécessaires pour pouvoir soutenir le travail du média d'investigation ivoirien Enquête Média. Bonjour Taki. Bonjour Théo. Comment tu vas? Je vais bien. Et vous? Alors, le procès pour les détournements de fonds au sein de l'entreprise SNEDAI, donc, qui s'occupe des passeports et des visas en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il a tout dit? Est-ce qu'il nous a tout révélé? Avec le recul, quelques semaines de recul. Merci Théo. Avec ce que nous avons pu réaliser comme enquête durant tout ce procès, parce qu'il faut le souligner, cette affaire date de 2023, où l'entreprise SNEDAI elle-même a porté plainte pour détournement sur la somme de
1,6 milliard de francs CFA. Alors, au cours de nos investigations, on a dû remarquer que, en réalité, tout ce détournement, entre griffes dont on parle, n'est qu'un autodétournement, dans la mesure où toute cette somme, je vais dire, cette manne financière bénéficiait aux familles et proches d'Adama Bitogo. Mais comment on peut le savoir, ça? Alors, parce qu'en fait, il a été question d'entreprises, de prestataires fictifs. Est-ce que vous avez pu remonter l'identité de ces prestataires fictifs et les mettre en relation avec les proches du patron? En effet, il faut le dire, les entreprises fictives qui opèrent au bénéfice de la famille Bitogo, nous avons au total pu répertorier 5 entreprises que je vais citer. Il y a Porcelaston Group, Porcelaston Côte d'Ivoire, Médiane, MSD et Mediatine. Ces 5 entreprises que je viens de citer sont des entreprises éminemment fictives parce que vous ne verrez aucun lien direct entre les proches de Bitogo ou de M. Bitogo, que ce soit Draman Bitogo ou sa fille Lisa Bitogo, mais vous verrez des personnes anonymes comme gérants de cette société. Si nous faisons un focus sur la société qui est mise en cause, qui est Porcelaston Group, Porcelaston Group opère pour ce que nous avions comme élément, et cela peut se retrouver aussi dans nos enquêtes qui sont encore en ligne, opère au bénéfice de Lisa Bitogo, la fille d'Adama Bitogo. Et cette société est gérée par un certain Opi Guy Roland, qui est le gérant. Et dans cette affaire, c'est Opi Guy Laurent et M. Kwame Ivenda, le DAF, qui ont été condamnés à une peine privative de liberté de 7 ans. Il faut le souligner, Opi Guy Roland, curieusement, est décédé. Et nos enquêtes nous ont permis de savoir qu'il est décédé en début de mois de décembre 2025 et il a été inhumé à Divo. Et ça, nous le révélons ici aujourd'hui, il a été inhumé à Divo. Mais le tribunal n'a pas tenu compte au prétexte qu'il n'était pas informé du décès de Opi Guy Roland. Et chose aussi curieuse, c'est que parmi les 5 entreprises fictives, je vais dire, entre griffes, que je viens de citer, il y a l'entreprise MSD, dont le gérant est un certain Daniel Vimon, lui aussi décédé par, je sais pas, il y a là quand même quelque chose de curieux, une coïncidence. Ces 2 gérants de ces 2 boîtes qui opèrent pour le compte de Draman Bitogo et d'Elisa Bitogo, comment vous en êtes persuadé? A priori, il n'y a pas de lien de famille ou des liens connus entre ces personnes que vous citez dans votre enquête, que vous citez là, et ces membres de la famille Bitogo. Déjà, à un premier niveau, il y a au sein de ces entreprises, sinon de Snedai, un système de double confirmation. Donc, au niveau des décaissements. Donc, le DAF ne peut pas signer un décaissement sans que un des membres de la famille qui détient la signature ou une des signatures puisse signer. Donc, ce système de double confirmation permet de savoir que ces entreprises-là n'étaient pas aussi des entreprises qui sont sorties du néant. Voilà. Si on va un peu plus dans les détails, les éléments au cours de nos investigations, les éléments que nous disposons, mettent à nu cette thèse selon laquelle il n'y a pas de lien entre la famille Bitogo et ces entreprises. Nous disposons d'échanges, mails, nous disposons de courriels, nous disposons d'échanges téléphoniques, je vais dire, même par message. Nous avons tous ces éléments-là. Donc il y a des SMS, des mails qui
permettent de savoir que les patrons de ces entreprises, de ces prestataires fictifs, avaient une conversation avec des membres de la famille Bictogo? Aucune des décisions de ces gérants-là ne pouvait se prendre sans l'aval de ce que je viens de citer. Mais on peut dire qu'ils ont pu être trompés, abusés par le DAF, par exemple. Pas du tout. Pas du tout. Les éléments dont nous disposons nous permettent de dire qu'il n'y a pas eu de tromperie. C'est très bien ficelé. C'est un système qui a été mis sur pied pour distraire les fonds via ces entreprises-là. Mais donc, alors, d'une certaine manière, quand l'ancien DAF estime qu'il est victime d'un complot, qu'il sert en gros de fusible à une organisation qui, a priori, est plus tentaculaire que ce qui nous a été donné de voir lors du procès, il y a des raisons de le croire? Bien sûr. Il n'y a plus qu'une raison de croire à ce que M. Yves dit, parce que les éléments que nous détenons l'affirment aussi clairement qu'il n'y a pas de décision qui puisse se prendre sans l'aval de ce que je viens de citer. Curieusement, M. Dramane Bictogo n'a pas été inquiété, alors qu'il a été auditionné à plusieurs reprises, et nous disposons aussi de quelques éléments de ces auditions-là qui montrent un peu sa responsabilité, qui est hautement engagée dans cette affaire. Alors, donc, parmi les personnes qui ont été condamnées à la prison ferme, il y en a un qui est en fuite et un qui est décédé. Donc finalement, personne n'est allé en prison pour cette histoire de détournement au sein de SNEDAI. Personne, que ce soit au niveau de la famille Bictogo qui sont les bénéficiaires et directs de tous ces actes, personne n'a été inquiété. Et M. Nda Yves, qui est le DAF, lui aussi est en fuite. Alors, on se demande comment il a pu être au parfum de tout ça et qu'il a pu sortir du pays avant que cela n'éclate. Il y a vraiment il y a lieu de se poser quand même une question. Et la personne qui est décédée, elle est décédée en prison ou elle avait fui aussi? Pas du tout. La personne... le prestataire. Opi Roland, il s'appelle Opi Roland, c'est son nom. Opi Guy Roland, il était le gérant de Porcelaston Group. Voilà. Porcelaston Group, cette entreprise était particulièrement conçue, taillée sur mesure pour les intérêts d'Elisa Bictogo. Et il est décédé à la suite d'un malaise. Il a été hospitalisé pendant un bon moment. Aujourd'hui, on peut le révéler parce qu'il n'est plus d'un autre. Un bon moment au CHU de Cocody, avant de rendre l'âme. Et il a été inhumé à Divo. Mais en fait, donc, il n'était pas en prison au moment où sa santé s'est dégradée. Non. Et l'autre prestataire qui est décédé non plus. Non plus. Avant cette histoire de détournement, il y a eu un autre feuilleton, celui de la réelle destination de l'argent collecté par SNEDAI. C'est un gros guichet puisqu'il collecte tout l'argent des visas des personnes qui entrent en Côte d'Ivoire. Il collecte également l'argent des passeports des personnes qui veulent faire leur passeport à partir de la Côte d'Ivoire. Tout était parti d'une alerte de la Cour des comptes et on avait parlé de comptes séquestres au profit de l'État ivoirien qui n'étaient pas si hermétiques que cela. Et il avait été avancé sur la scène publique que l'argent des passeports et des visas qui doit atterrir dans les caisses du Trésor public n'y atterrit pas forcément. Enquête Média avait investigué justement à ce sujet. Justement, il s'agissait il faut dissocier les deux cas. Parce que c'est une autre affaire. Oui, c'est l'autre affaire. Parce que l'autre affaire, il s'agit d'un détournement entre griffes selon le groupe SNEDAI interne. Et c'est le groupe SNEDAI lui-même qui a porté plainte pour l'autre affaire. Concernant les passeports, il est de notre République parce que c'était la quote-part de l'État que l'État ne percevait pas. À savoir sur les 40 000, je crois, si mes souvenirs sont bons, c'est à peu près 15 000 francs CFA. Et à multiplier par le nombre de passeports qui ont été délivrés, sinon confectionnés, durant toute cette période, c'est une manne financière qui n'a pas été versée dans la caisse de l'État. Et la Cour des comptes avait alerté. Et c'est justement, sachant que cette affaire allait éclabousser, en interne, ils se sont justement empressés de se faire justice, sinon s'auto-victimiser, en disant que bon, ils ont été victimes de détournement en interne.
Mais devant l'ampleur de l'argent des passeports non versés, ce détournement en interne est pratiquement insignifiant. Mais justement, il y avait un compte séquestre a priori, donc ça veut dire que si l'argent qui devait aller dans le compte séquestre au profit du Trésor public est allé ailleurs, il y avait aussi des complicités à l'intérieur du Trésor public. Bien sûr, aujourd'hui, à ce niveau, on ne sait pas qui peut nous dire exactement ce qui s'est passé parce que ça se jette la responsabilité. Au niveau du ministère des Économies et des Finances, personne ne parle. Cette affaire est devenue une affaire d'État et ça piétine. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas la responsabilité réelle de SNEDAI et du ministère de l'Économie et des Finances. Parce qu'a priori, si on vous dit, bon, chaque mois, on vous envoie la somme qui vous est due dans le cadre de la confection des transports et que vous ne voyez pas, vous, Trésor public, cet argent dans vos comptes, que ce soit en compte séquestre ou en compte simple, pendant des mois et des mois ou des années que vous ne dites rien, c'est qu'il y a une forme de complicité, on est d'accord. En effet, quand on sait qu'à un moment donné, M. Adama Bitogo a été l'un des financiers, je me demande bien fort s'il ne continue pas d'être l'un des financiers du RHEP. Alors cet argent pourrait certainement servir à des activités politiques. En tout cas, l'enjeu, si j'ai bien compris, c'est l'implication ou non de la famille Bictogo dans ce qui est décrit comme une entreprise familiale. Les membres de cette famille, donc, qui auraient été finalement les bénéficiaires indirects de cet argent qui est sorti de l'entreprise via des prestataires fictifs, sont toujours là. Et au-delà de qui a bouffé quoi, il faut savoir que c'est une entreprise qui est vraiment contrôlée par le clan. Alassane Bictogo est le président du conseil d'administration. Salif Bictogo, qui est une célébrité du football, est le président de SNEDAI ici, SNEDAI Côte d'Ivoire. Lisa Sarr Bictogo, donc, qui est la fille de son père, elle est la directrice générale adjointe, et Draman Bictogo, il est le responsable du pôle achat. Donc c'est a priori tout cela qui n'aurait pas vu les détournements dont on parle, alors qu'il y avait un système de double signature qui faisait que d'une manière ou d'une autre, un membre de la famille devait contresigner toutes les grosses sorties d'argent. Alors comment est-ce que toutes ces sorties-là ont pu se réaliser sans que la famille ne soit au courant? Alors nous sommes à la conclusion que la famille est éminemment impliquée dans cette affaire de détournement, et que c'est à cette famille, sinon au clan Bitogo, qu'a profité cet argent. Je viens tout à l'heure de citer les 5 entreprises fictives, et ça pourrait se vérifier au niveau des transactions qu'il y a eu avec ces entreprises, via la double signature, bien sûr, qui a été mise en place par eux-mêmes. Donc, moi, ce que je peux dire sur ce procès, c'est que c'est un procès expéditif, et que, vu les connexions politiques et aussi les connexions de M. Bitogo dans l'appareil judiciaire, je crois qu'on cherche à couper la tête d'un innocent. Donc les juges ont protégé sciemment une partie des coupables. C'est visible avec ce que nous voyons. Et comme je l'ai dit d'entrée de jeu, avec les éléments que nous détenons, les messages privés, WhatsApp, les conversations, je veux dire, les mails, les SMS que nous détenons attestent clairement que toutes ces entreprises-là travaillaient pour le compte du clan Bitogo, y compris le fondateur de SNEDAI. Alors, dans le fond, on s'interroge sur Adama Bictogo, l'origine de sa fortune. Est-ce que son groupe, SNEDAI, et les autres entreprises de son groupe sont vraiment une caisse noire du RHDP? Et est-ce que c'est cela qui justifie son impunité? Nous avons interrogé à ce sujet Bernard Oudin, conseiller de l'ancien président Laurent Gbagbo, il y a quelques jours. On écoute ce qu'il nous avait dit. Et pour moi, le mystère de ce monsieur, c'est qu'il ait été capable d'atteindre les postes qu'il a eus dans le pouvoir ivoirien et d'être encore existant. Parce que Bictogo, ministre de l'intégration africaine, en visite à Bamako avec Ouattara, au moment où éclate un des scandales pour Boko Haram, avec des détournements de fonds faramineux, il est viré du gouvernement par Ouattara et il se retrouve après président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a fait un certain nombre d'affaires. Au Sénégal, il est condamné à des milliards d'amendes pour avoir détourné des fonds dans la construction de l'université de Diamniadio. Au Sénégal, ça c'est acté. Et en Côte d'Ivoire, le fisc vient de fermer sa société de transport lagunaire. Et il est toujours là
assis au premier rang des réunions, etc. C'est hallucinant. Il est en titane, ce monsieur. Alors, la question que je brûle de te poser, qui est Adama Bictogo dans l'écosystème politique ivoirien et pourquoi survit-il jusqu'ici à tous les scandales? Alors, ça se voit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quand à un moment donné, c'est vous qui êtes le financier de toute la politique du RHDP, sinon peut-être à un moment donné du RDR, vous comprenez que vous avez un ancrage qui fait de sorte que vous ne pouvez pas sauter de la vie politique aussi facilement. Alors, ce que je voudrais dire sur cette affaire de Sénédaï, il faut éviter de politiser l'affaire. Il y a eu une gestion aussi opaque et je vais dire, il y a eu détournement. Il faut aller jusqu'au bout, il faut enquêter. Aujourd'hui, on a tendance à voir les communicants ou un certain nombre de personnes faire croire que c'est parce que M. Adama Bictogo a décidé, ou sinon a très vite fait savoir ses ambitions au plan politique, qu'aujourd'hui on essaie de le casser. Moi, je dis que... les deux choses peuvent être vraies. Oui, je pense que c'est une interprétation qui a tendance à vouloir étouffer un fait réel qui est un détournement. Il s'agit, là par exemple, là on parle des passeports, il s'agit de l'argent des Ivoiriens. Les Ivoiriens doivent chercher à comprendre, doivent savoir, ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé réellement avec cet argent. Mais ils avaient déjà le droit de le savoir au moment où l'étoile d'Adama Bictogo brillait au firmament. S'il y a eu de nombreuses années d'impunité, c'est bien pour une raison. Bien sûr, mais et nous, si en tant que... aujourd'hui cette impunité semble être un peu remise en question, en tout cas, la parole RHDP tend à se libérer sur Adama Bictogo, c'est peut-être parce qu'il a moins de protection aujourd'hui. Protection? Je pense qu'il bénéficie de la protection, encore de la protection de ceux qui sont à la tête du pays. Parce que si M. Adama Bictogo ne bénéficiait pas de protection, il n'aurait pas fait même 24 heures libres. Avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on voit, et tous ces détournements, tous ces scandales qui se sont succédés. Donc, mais il a été quand même rétrogradé politiquement avec son départ du perchoir. Donc en fait, il est un peu puni, mais pas au point d'être menacé. Mais je ne pense pas que le fait qu'il soit président de l'Assemblée nationale, ça soit un cadeau qu'on lui avait donné. Voilà, c'est son ascension politique qui a fait de sorte qu'il a été là. Et là, c'est des décisions internes au niveau du RHDP. S'ils ont décidé à ce que quelqu'un d'autre soit à la tête du perchoir, je pense que ça, c'est juste à leur niveau, c'est en interne. Mais nous, en tant que journalistes d'investigation, le travail que nous avons eu à faire, c'est de révéler ce scandale-là, qui est aujourd'hui peut être qualifié comme un scandale d'État ou du siècle. En fait, on a évoqué le procès sur les détournements de fonds au sein de Sénédaï, qui, de ton point de vue, a été bien formaté pour ne pas trop mettre en péril le clan Bictogo et Adama Bictogo lui-même. Mm-hmm. Est-ce que demain, on peut considérer que les choses allant comme elles vont, il sera lâché? Est-ce que c'est une hypothèse qu'il soit lâché par le pouvoir en 2026, 2027 ou un peu après? Vu que son étoile pâlit objectivement. À ce niveau, je crois que je n'ai vraiment pas, je vais vraiment pas faire de divination. Voilà, des divinations, mais pour le moment, sa chute est réelle. Voilà, ne pas être au perchoir, ne plus être président de l'Assemblée nationale et même au niveau du RHDP, ne pas être à un certain niveau de décision. Bon, et ça, dans la vie politique de tout homme, dans la vie de tout homme politique, c'est des moments, hein, il y a des moments de disette. Et comme on ne meurt jamais, je vais dire politiquement, je pense qu'avec l'avenir et avec la posture que M. Adama Bictogo va adopter, cela va définir, sinon va montrer un peu comment est-ce que son avenir politique sera dessiné. Est-ce qu'il a le moyen de faire chanter des gens haut placés? Parce que avant ces scandales de cette dernière ère, il y avait eu d'abord le scandale de Sosimex, c'est-à-dire le cacao ivoirien qui était trafiqué et détourné pendant la rébellion vers le Burkina Faso et le Togo. C'était un scandale. Par la suite, lui et son associé français se sont disputés et les informations sur ce trafic de cacao important
sont sortis. Bon, c'était à l'ère Gbagbo, mais il a été finalement récompensé de cette trahison vis-à-vis de son pays, puisque c'est sous Gbagbo qu'il a eu ce marché des passeports avec Snedaï. Puis, il y a eu le scandale de l'argent des victimes du Provo Koala qui avait disparu. Puis, il y a eu le scandale de la réfection des universités, toujours avec le même nom d'Adama Bictogo. Il est allé au Sénégal, sachant que Macky Sall et Alassane Ouattara étaient très proches. Il y a eu un autre scandale. Et on parle encore de scandale aujourd'hui. Ça veut dire, quelque part, il y a quelque chose en lui qui fait qu'on ne veut pas s'attaquer à lui. Est-ce qu'il a des capacités d'exposer finalement certains hommes politiques? Je crois qu'il n'en a même plus que la capacité d'exposer les hommes politiques, parce que pour tout ce que nous venons d'égrener là, sinon ce que tu viens d'égrener là, M. Adama Bictogo détient vraiment des clés pour tenir le personnel politique actuel. Parce qu'on a même vu que lors de ces législatives, il a été très aidé par le choix du PPACI de ne pas se présenter, et donc par le fait que le ticket Michel Gbagbo Diaoufoué s'était brisé. Et on avait bien vu que même l'opposition avait, il y a quelques années, quand il devait être élu au perchoir, avait voté pour lui. M. Adama Bictogo détient, je veux dire, les clés, comme je viens de le dire. Il a les manettes de pouvoir jouer sur la vie politique dans les années à venir, parce que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir, M. Bictogo a des hommes partout. On a vu ici comment est-ce qu'il s'est arrangé pour être le président de l'Assemblée nationale. C'est une grande première en Côte d'Ivoire, où même l'opposition, disons radicale, a voté pour M. Adama Bictogo. Et donc, il détient vraiment des éléments pour tenir les hommes politiques ivoiriens. Il les tient, il continue de les tenir. Et je pense que ça va durer, ça va encore durer, parce que il a encore aux affaires. Parce que voilà, M. Adama Bictogo n'est pas quelqu'un qui a eu. Ce n'est pas un opérateur économique ou un businessman qui s'est construit à partir du privé. Non. La majorité, sinon tous les marchés de Adama Bictogo sont des marchés d'État. Alors, dernière question, on a parlé d'Adama Bictogo dans l'étoile pâlie, mais l'étoile montante en ce moment même, c'est TBO, Téné Birahima Ouattara, le frère présidentiel. On ne va pas en parler longtemps, parce qu'on va revenir là-dessus. Mais un récent décret présidentiel a été présenté comme la preuve de sa montée inexorable, et par vous-même, Enquête Média a écrit, et je cite, Téné Birahima Ouattara déploie ses pions pour l'après-Alassane. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce décret-là l'arrange? Parce que finalement, on peut y voir que l'organisation du partage du travail entre le Premier ministre et le vice-premier ministre. Mais quand vous prenez le décret et que vous voyez les attributions du Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé, on peut conclure qu'il ne sera là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Mais les pouvoirs de M. Le vice-président Téné Birahima Ouattara sont renforcés. Il détient 11 attributions. Et même au plan diplomatique et autres, il y a eu un renforcement de son pouvoir. Donc, c'est clair. C'est clair que par rapport à l'expérience de M. Robert Begré-Mambé, qui a longtemps, je vais dire, qui a dirigé déjà le gouvernement et qui maîtrise un certain nombre de choses, M. Téné Birahima est juste là pour apprendre, et en attendant qu'il monte. Et là, je peux vous dire que d'ici 1 an, on viendra, si on est encore là sur ce plateau, et pour confirmer Lamone Brahima en tant que Premier ministre de la République Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est noté, tout le monde a enregistré, téléchargé, et on va vérifier les oracles de Taki Bouanzi, fondateur du site d'investigation ivoirien Enquête Média qui dépend des abonnements de ses soutiens. Les moyens de souscrire sont en description de cette vidéo YouTube, si vous nous regardez sur YouTube. Merci de soutenir également Décrypter l'Afrique. La liberté et la diversité des médias dépendent de vous, notre public, les citoyens. Merci d'être fidèles à Décrypter.